Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Bloquer l'accès des sites pour adultes aux mineurs est-il une solution? Le gouvernement vient d'annoncer une nouvelle mesure. Alors que faut-il en penser? Quid du rapport de nos jeunes au porno? On en débat dans un instant avec nos invités. L'Observatoire national des besoins en formation et en compétences numériques a rendu son premier rapport il y a quelques jours. Alors quelles sont les régions les plus attractives pour trouver de l'emploi dans le numérique? Comment aider nos jeunes à s'orienter vers ces métiers? On posera la question à la directrice de la Grande École du numérique. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Ménard et son invité dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, c'est Florent Motte qui répond à ces questions. Mais tout de suite, place à l'actu avec Mickaël Dos Santos. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Le nombre de professeurs en grève a baissé hier pour la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 14,17% de grévistes, c'est presque 2 fois moins que la semaine dernière. Dans le détail, c'est 14,6% dans le primaire, 13,75% dans le secondaire. Pour les syndicats, en tout cas, ces chiffres de l'éducation nationale ne sont pas comparables à ceux de la précédente journée de mobilisation. Et pour cause, les chiffres de la zone A, déjà en vacances scolaires et qui regroupe des académies importantes comme Bordeaux ou encore Lyon, n'ont pas été comptabilisés. Côté jeunesse, cette fois-ci, 180 000 lycéens, collégiens, étudiants auraient manifesté dans toute la France d'après l'UNEF. 175 lycées auraient été bloqués, cette fois-ci d'après la Fidèle. Une jeunesse à qui Louis Boyard lance un appel. Oui, criant. Un message criant, très clair. Le député de la NUPES appelle la jeunesse à bloquer les lycées et les facultés. Pour lui, ils sont les seuls à pouvoir faire plier le gouvernement. Écoutez, c'était ce matin sur RMC. On regarde l'histoire. Les jeunes, c'est la bascule qui fait gagner un mouvement social. Les jeunes, ils ont intérêt à se mobiliser, déjà parce qu'ils sont directement concernés. La réforme des retraites va augmenter le chômage des jeunes. Puis aussi, ils seront concernés. Vous savez, moi j'ai 22 ans. Au rythme auquel on décale les âges de départ à la retraite, je partirai probablement à 98 ans. Aussi par solidarité caricatural, mais pas si faux que ça. Ensuite, vous avez aussi une question de solidarité générationnelle avec les parents. Et vous avez aussi la question de la situation de la jeunesse. La jeunesse a tout intérêt à se mobiliser. Et c'est pour ça que je les appelle à se mobiliser. Faites grève, bloquez vos lycées. Blocages de collèges ou encore de lycées sont totalement illégaux. Jeudi soir, France 3 va diffuser L'école est finie, un documentaire inédit consacré au mal-être des professeurs. 5 d'entre eux y racontent leur parcours. Ils s'appellent Lucie, Manon, Laurence, Anthony ou encore Émilie. Certains ont quitté le métier fatigués, d'autres tiennent bon mais pensent parfois à tout plaquer. Tous racontent en tout cas comment ils sont passés de la joie d'enseigner au burn-out, à la rupture. Ce documentaire en tout cas sera diffusé jeudi soir à 22h40 sur France 3 Pays de la Loire et puis sur le replay aussi de France 3 sur Internet. Je vous propose d'en regarder un petit extrait. Je me levais le matin pour préparer la classe, je faisais classe, je rentrais fatigué, je me couchais et je me relevais le matin pour faire classe. J'étais plus Anthony papa, j'étais plus Anthony conjoint, j'étais plus Anthony j'étais Anthony enseignant. Et ça a été une descente aux enfers. Je me suis sentie carrément abandonnée et complètement délaissée. Je faisais des appels au secours écrits, téléphoniques et par mail et j'ai pas eu de réponse institutionnelle d'aide. L'école elle est en crise depuis une bonne dizaine d'années, qui est vraiment dévastatrice. Ouais. Et des cas de professeurs loin d'être isolés. Le Sénat estime que les démissions de professeurs ont été multipliées par 3 depuis 2012 dans le primaire. Une école va porter le nom d'un célèbre spationaute. Le 9 septembre prochain, l'école élémentaire de la commune de Condé-Sainte-Libière en Seine-et-Marne va être rebaptisée l'école Thomas Pesquet. Alors il a fallu plus de 6 mois quand même de négociations avec le spationaute pour enfin obtenir une autorisation de sa part. Un nom bien plus sexy que le précédent, l'école du Grand Morin, mais pas si original que ça puisqu'aujourd'hui en France on dénombre déjà 20 écoles Thomas Pesquet. La première a été inaugurée en 2018 dans le département de la Loire. Merci beaucoup, merci Mickaël. Alors quel rapport entretiennent nos jeunes avec le porno? Leur interdire d'aller sur ces sites est-il vraiment la solution? Comment mieux aider nos jeunes à appréhender ce qu'est la sexualité, la vraie, la réalité? Autant de questions qu'on va poser à nos invités, c'est tout de suite. Pour
en parler, je suis ravie d'accueillir sur notre plateau Gabriel Feménias. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général du CRIPS, l'organisme qui intervient notamment dans la lutte contre le sida, contre le VIH, et de manière générale sur les conduites à risque chez les jeunes. J'accueille en visio également Ludivine de Moldefait. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse, doctorante en sciences de l'information et de la communication. Et face à vous également, Michael Stora. On a un super plateau aujourd'hui. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes psychologue psychologue et psychanalyste. Vous êtes spécialisé dans le rapport des jeunes aux réseaux sociaux et au numérique en général. Donc là, on est pile dedans, c'est-à-dire les réseaux sociaux, le numérique et le porno. Clairement, ça ne fait qu'un. On va en parler. L'accès aux sites pornographiques, donc en France, nécessitera bientôt l'installation d'une application afin de prouver sa majorité. Le gouvernement souhaite imposer ce dispositif dès le mois de septembre prochain pour empêcher les enfants, parce que c'est encore des enfants pour la plupart des cas, d'accéder au contenu d'adultes, on appelle ça comme ça, clairement au site porno, clairement. Est-ce que c'est pas trop tard? C'est ma question, Gabriel Feménias. C'est pas trop tard, c'est-à-dire Eh bien, ça va arriver en septembre, a priori. On est en 2023, ça fait quand même un petit moment qu'on se pose la question de ces problèmes d'accès aux sites porno pour les jeunes. Je dirais que globalement, les technologies vont beaucoup plus vite que les réglementations la plupart du temps et qu'au final, ce train de retard a entraîné beaucoup de conséquences, bien évidemment, sur les usages, avec une consommation, bien évidemment, sur les questions de pornographie à tous les âges, hein. Mais les jeunes étant quand même assez efficaces pour prendre en main les technologies plus vite que les autres, ont aussi finalement eu accès à ces contenus. Donc oui, la réglementation arrive. Il a fallu aussi se heurter sans doute aux problématiques de globalisation, de mondialisation, d'accès qui s'est élargi, et aussi les supports qui maintenant sont entre les mains des plus jeunes, c'est-à-dire la téléphonie, les usages ont changé avec l'arrivée des smartphones et qui arrivent dans les mains des enfants et des jeunes de plus en plus tôt. Michael Stora, une réaction rapide à cela, parce que vous, j'imagine que, pareil, en tant que psychologue et psychanalyste, et puis on le disait, hein, vous êtes spécialisé dans le rapport justement des jeunes aux réseaux sociaux, est-ce que vous avez vu ce phénomène de plus en plus arriver et frapper de plein fouet des familles entières qui étaient complètement démunies et dévastées face à ce problème-là? Oui, mais il faut bien comprendre que, je dirais qu'avec l'avènement de l'adolescence, alors parfois étrangement, nous avons des préadolescents qui déjà s'intéressent à cela. Et comme vous le savez, à l'adolescence, il n'y a rien de plus gênant que d'aborder la question de la sexualité avec ses propres parents. Donc, d'une manière globale, les parents étaient parfois épargnés ou fermés les yeux, ne voulaient pas forcément savoir ce que faisaient leurs ados. Et je dirais que ce que j'ai pu observer comme conduite pathologique, ce sont des parents qui focalisent la question de la curiosité sexuelle de leurs adolescents, qui passent entre autres par la pornographie. Il y a une grande différence sûrement avec les jeunes de ma génération, c'est que c'est tellement plus facile et que donc d'une certaine manière, la transgression n'a plus autant de saveur. Oui, alors justement, je vous entendais rire, Ludivine de Moldefait, parce que c'est effectivement une remarque que vous faites aussi souvent. Oui, qu'il y a une véritable inquiétude des parents face à la consommation pornographique des jeunes. Et surtout, la question se pose, c'est est-ce que la mise en place de ce nouvel outil technologique pour contrôler l'âge des personnes qui consultent du contenu pornographique sera vraiment la solution miracle? J'ai tendance à dire que non, que ce ne sera pas la solution miracle et qu'il faudrait peut-être s'attaquer à d'autres choses que seulement l'accès technologique, puisqu'on reproche majoritairement à la pornographie de donner des exemples et de donner une éducation sexiste où l'homme domine la femme, et on se rend bien compte que c'est un schéma qu'on va retrouver dans l'ensemble, dans une grande majorité en tout cas, des productions culturelles de notre société. Alors on va y arriver justement sur cette idée de l'éducation effectivement à la sexualité, l'éducation aussi à l'amour, parce que ça fait partie aussi des choses qui sont englobées dans cette question-là. Mais je voudrais revenir à la réglementation, donc nouvelle, à l'idée nouvelle, et à la manière dont ça va être fait. Vous parliez de la manière justement, Ludivine de Moldefait. La question se pose parce que en fait, on va tenter de restreindre cette fameuse accès donc aux vidéos porno, aux vidéos pour adultes, on appelle ça. On aurait recours à un tiers de confiance, c'est-à-dire
ce qui est évoqué sur Internet et sur les sites que j'ai consultés. Donc, par exemple, sa banque ou son assurance ou EDF ou autre, qui serait le fameux tiers de confiance. Un mot là-dessus, Gabriel Féménias. Alors, je vous avoue que j'attends de voir, parce que là, très concrètement, les propositions, je pense qu'ils vont y aller à tâtons, avec plusieurs propositions qui vont sans doute évoluer, être testées, etc. Et puis, avant une mise en place plus définitive. En 2030, alors, dans ces cas-là, ça que vous êtes en train de me dire ? La problématique, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'au vu de l'évolution des technologies et des détournements qui sont naturels dès qu'on met en place une réglementation, je suis assez d'accord avec le fait qu'il ne faut pas s'attaquer uniquement à l'aspect technologique. C'est l'aspect aussi comment, et là c'est un peu plus mon dada, c'est comment est-ce qu'on prépare aussi les jeunes, les enfants aux choses auxquelles ils vont être confrontés d'une manière ou d'une autre. Oui, mais alors ça vient du ministère de l'égalité numérique. Donc forcément, c'est une réglementation qui va de fait. Il le fallait. Ludivine de Moldefee, vous dites la manière, on n'est pas sûr. Effectivement, un point là-dessus peut-être. Est-ce que recours à un tiers de confiance, c'est valable ? Parce que d'autant plus que je rappelle que la CNIL recommande que ce rôle donc de tiers de confiance soit réparti sur 2 opérateurs. C'est-à-dire que le premier qui recueille l'identité, donc l'âge, qui donc valide la majorité, et le second qui transmet cette preuve de majorité au site pour adultes en question. Alors, je ne suis pas spécialiste des outils technologiques, mais ce que je vois déjà, c'est que, au vu de la façon dont les jeunes sont capables de s'approprier les pratiques et usages du numérique, ça me semble pas extrêmement difficile de récupérer les mots de passe pour avoir accès à ce tiers de confiance auprès du FAI, sachant que, en plus, dans une partie des ménages, aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont le plus à jour sur les réglementations et sur l'utilisation de l'ordinateur à la maison et sur comment Internet fonctionne. Et moi, la question qui m'anime surtout, c'est, je rejoins l'idée de Michael Stora, c'est-à-dire c'est avant même l'accès à la pornographie, qu'est-ce qu'on reproche à la pornographie est-ce que supprimer l'accès à la pornographie supprimerait les problèmes que la pornographie aurait dans la société ? Alors, on va y venir. Je sais que vous avez envie de parler de cette thématique, et moi aussi, forcément, parce que c'est ce qui nous anime. Honnêtement, c'est l'aspect plus philosophique et sociétal et même sociologique qui nous intéresse. Mais enfin, je reviens quand même toujours à cette réglementation. Je ne lâche pas. Et on arrive dans 2 secondes, Michael Stora. Je pose la question parce que les sites qui ne sont pas domiciliés en France, et ce sont ceux qui sont majoritaires, est-ce que vraiment ils accepteraient de mettre en place, selon vous, bien justement, ce système qui aurait un coût, forcément ? C'est-à-dire il faudrait valider à la fois le coût, y passer par un opérateur et un autre opérateur. Se pose aussi la question des données personnelles qui seraient enregistrées. Est-ce que c'est valable, en fait, cette réglementation ? Est-ce qu'on peut vraiment y croire ? Au-delà des données, il faut bien savoir que les tubes, ce qu'on appelle les tubes, qui sont finalement des sites pirates qui donc volent des productions entre guillemets pornographiques à des producteurs dits officiels qui d'habitude font eux-mêmes payer. Et en France, j'ai fait partie d'une commission qui avait été mise en place par Marisol Touraine, ministre de la Famille sous Hollande, sur la question du fait que, justement, beaucoup de producteurs, dont le fameux Dorcel, perdaient beaucoup d'argent. Et que donc, il y a aussi un point de vue quasiment économique, qui est assez un peu étrange, mais qui finalement fait que les tubes, donc ces fameux tubes qui, Pornhub et compagnie, volent d'une certaine manière des productions qui... Voilà, et avec le fait que certains plus traditionnels évoqueraient que ces tubes diffuseraient des pornographies très inquiétantes, beaucoup plus choquantes que ce qu'eux proposent. Donc on se retrouve dans une sorte de discussion avec un point de vue économique, mais néanmoins, je pense que l'idée de trouver des astuces, peut-être, même si les jeunes sont très bons pour parfois les détourner, est un moyen intéressant de se dire à quel point est-ce que l'accès trop facile réinterroge cette sorte de liberté d'expression à tout prix que propose Internet, qui dans la réalité est plutôt inquiétante, parce que la liberté n'existe que parce qu'il y a des cadres, sinon on est du côté d'une forme de folie. Donc je pense que oui, c'est intéressant de toute façon de tenter de remettre de l'ordre. Ludivine de Moldefee, vous vouliez réagir ? Oui, pour toujours rester dans une perspective économique, malheureusement, avec cette nouvelle
solutions technologiques. Seuls les sites les plus importants et les plus riches pourront mettre en place ce système de vérification d'âge. Et donc, tous les petits sites classés comme pornographiques et offrant d'autres représentations de la sexualité, donc moins sexistes, moins hétéronormés, etc., ne pourront pas mettre en place ces systèmes de vérification d'âge, devront mettre la clé sous la porte, laissant champ libre aux tubes qui, eux, font en grande partie leur argent sur du contenu volé et donc du contenu facilement trouvable, etc. Donc, en fait, ça déplace aussi un petit peu le problème et ça déplace la question de l'économie de à quelles entreprises va pouvoir profiter cette implantation technologique. Et d'ailleurs, ça se déplace tellement que quand on a préparé cette émission, eh bien évidemment, on est allé voir. J'ouvrais Twitter pour rechercher des réactions, des informations avec toute l'équipe et je tape porno jeune. Et là, je tombe clairement sur du porno sur Twitter, c'est-à-dire des vidéos, etc. J'avais tout. Alors, tous les styles, tous les etc., etc. Non pas que je veuille pousser les gens à garder, mais enfin, c'est quand même fou. C'est qu'on déplace le problème. S'il n'y a pas sur tel réseau, sur tel site, de toute façon, on le retrouvera ailleurs. Et on le sait très bien. Une réaction. Quelques-uns il suffit de voir un petit peu quels sont les mots-clés les plus tapés sur Internet pour voir qu'après les moteurs de recherche, Google, etc., vont indexer très très vite sur ce type de contenu. Je crois que dans le top 3, sex, teen, ce genre de choses arrivent très très vite. Donc, sex, teen ? Sex et teen. Ah, teen pour teenagers ? Pour teenagers, pour jeunes, etc. Ce sont des mots qui sont qu'on trouve extrêmement présents, en tout cas dans les top 10, top 20, suivant le type de recherche. Donc il y a une vraie consommation au niveau mondial, en tout cas des contenus. Pour moi, ces dynamiques, en tout cas, de mettre du cadre, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, sont intéressantes parce qu'elles viennent appuyer aussi des lois aujourd'hui qui ont du mal à se traduire en effet. Et cet accès facilité, en tout cas cet accès qui, d'une certaine manière, fait qu'on tombe aussi sur du contenu sans le souhaiter. Et ça, c'est quand même assez dramatique, pour le coup, puisque des expositions non voulues, non souhaitées ont été très, très clairement, comment on appelle ça, documentées dès le plus jeune âge, peuvent avoir aussi des conséquences. Donc, il ne faut pas non plus dramatiser la situation, mais elle est réelle. Il y a des solutions qui sont proposées là qui valent ce qu'elles valent. Il va falloir les évaluer, il va falloir les suivre. On a vu ça avec notamment les jeux en ligne, les jeux d'argent maintenant, il y a une sécurisation qui s'est faite. Ouais. Elle est perfectible aussi. Mais on sait qu'il y a eu des effets aussi par rapport aux jeux d'argent, notamment chez les mineurs. Donc, à voir comment tout cela peut évoluer dans le bon sens. Alors, revenons à l'essentiel, parce que finalement, c'est la question qui nous occupe. Quel problème cela pose, finalement ? Le porno, est-ce qu'il a des vertus ? Le porno a-t-il des vertus pour les jeunes ? Ou est-ce que, selon vous, c'est une image erronée de ce qu'est la sexualité, Michael Stora ? Alors, étrangement, en mettant de côté la question du sexisme, ça date, Télérama m'avait interrogé sur l'impact du porno chez les adolescents, puisque je reçois plutôt des ados. Et ce qui ressortait, ce n'était pas du tout des considérations qui, d'après moi, ont peut-être avec le temps évolué et tant mieux, c'est-à-dire sur la question de dégenrer, sur la question du sexisme, mais c'est plutôt est-ce que je vais être aussi performant ? Et donc ça posait deux questions, c'est-à-dire une société dans laquelle la performance, mais pas que sexuelle, est brandie comme un idéal qui finalement ne renvoie qu'au fait qu'on ne sera jamais à la hauteur, et de l'autre, de penser que le porno, finalement, c'est de la réalité. Et d'ailleurs, lors de cette fameuse commission, Marc Dorcel, ou en tout cas son fils plutôt, s'était engagé. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, qu'il y ait des petits films produits par eux, où des acteurs un peu connus, on va dire, dans ce domaine-là, puissent dire aux jeunes, donc des films proposés dans les collèges-lycées, tout ça n'est pas vrai. Parce qu'il y avait une grande anxiété, et d'ailleurs pas que chez les garçons, chez les filles aussi, d'imaginer qu'est-ce que ça devait être de pouvoir faire jurer. Et ça, c'est vrai que les réseaux sociaux ne font pas de la pornographie, mais parfois ils en font d'une certaine manière à travers cette forme d'idéal tyrannique qui renvoie sans cesse aux jeunes de ne pas être à la hauteur. Et la preuve en est d'Instagram. C'est-à-dire qu'on a tous des filtres, on n'est tous pas du tout ce qu'on est dans la réalité, on est toujours en vacances, on est toujours heureux, on est toujours machin, c'est pas du tout la réalité de vie. Et on le sait, et ça fait des drames dans les écoles, que ce soit d'ailleurs même au primaire et bien entendu au collège et au lycée. Ce dont vous parlez, effectivement, le risque, c'est que le jeune qui regarde du porno, évidemment, veuille reproduire ce qu'il voit. Selon un sondage OpinionWay,
un jeune sur deux, 50%, c'est un chiffre inimaginable, a déjà essayé de reproduire ce qu'il avait vu dans un film porno. C'est-à-dire qu'en fait, il est extrêmement marqué. C'est cela, Ludivine de Moldefeu, pareil, vous avez cette même avis, il est extrêmement marqué par ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il voit est une sorte de réalité, au même titre qu'il regarderait Indiana Jones en train de tuer un crocodile à main nue, il se dirait, je vais faire la même chose dans un film porno. Oui, mais en fait, j'élargisserais la question de la pornographie, puisque en fait, la pornographie dit à peu près la même chose que le reste des productions culturelles, c'est-à-dire l'histoire de la princesse qui offre son cœur et son corps en échange de la force et du courage du valeureux chevalier. La question de la performance et de cet idéal de performance n'est pas uniquement diffusée par la pornographie, mais par l'ensemble des productions culturelles, que ce soit les émissions télé, les films, les séries. Vous parliez de ça quand même, Ludivine. On est un peu retourné, on est un peu revenu de ça, non? J'ai l'impression, moi. C'est-à-dire on est un peu plus dans la réalité de ce que c'est. Enfin, c'est-à-dire que la princesse et effectivement le valeureux chevalier, etc. et tout, ça existe toujours. Mais on est un peu revenu aussi à des vraies réalités, non, qui sont retranscrites aujourd'hui. Non, c'est pas un sentiment que vous avez? Pas vraiment. Enfin, vous parlez tout à l'heure de la représentation sur Instagram avec des filtres. En fait, vous pouvez prendre 90% des productions culturelles et vous allez retrouver... ces productions culturelles sont binaires, sexistes et hétérocentrées. La pornographie fait partie d'un système et reproduit, d'une autre façon, je vous l'accorde, mais reproduit un trope qui est déjà présent dans l'ensemble de la société. C'est... si vous voulez, l'un alimente l'autre. C'est pas la pornographie qui déverse des idéals de performance, de masculinité, et qui ne serait pas influencé par le reste de la société. Ça se répond. La pornographie met une pièce dans la machine, mais la machine est déjà alimentée par tout un tas de tropes et tout un tas de productions culturelles. Si on prend, par exemple, vous avez cité Indiana Jones, il y a quand même une certaine représentation de la masculinité. On pourrait prendre aussi James Bond, qui couche avec toutes les femmes, tous les personnages femmes. Et qui disent toutes oui, bizarrement. C'est-à-dire qu'on peut remettre en question le consentement, évidemment. Tout à fait. Sans parler de consentement, ça montre quand même une certaine représentation de la masculinité, et ces relations sexuelles qu'il a dans ses films servent à construire sa masculinité, à montrer je suis un homme fort, je suis un représentant de la masculinité et de la virilité, et j'ai donc le droit au corps des femmes. C'est quelque chose en fait que vous allez retrouver dans plein de choses, les comédies romantiques où la fille à la fin finit avec le gentil garçon plutôt que le bad boy, mais qui a su montrer qu'il était gentil, qu'il était courageux, etc. Même quand on interroge les jeunes, par exemple, sur leur première évocation pornographique, en ne cantonnant pas aux médias pornographiques, mais en élargissant un peu la question, ils vont nous citer des BD, des films, des séries, etc. Enfin, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaie de réélargir, parce que ce qu'on reproche à la pornographie, ce sexisme qu'on reproche à la pornographie, je suis entièrement d'accord, mais il n'est pas présent que dans la pornographie, il est présent dans l'ensemble de la société et la grande majorité des productions culturelles où on peut retrouver donc des dynamiques relationnelles où l'homme a une domination sur la femme. Alors, s'intéresser à la sexualité, évidemment, est naturel pour tout le monde. Enfin, cela me paraît logique, mais contredisez-moi si je dis des bêtises. Et naturel aussi pour les ados. Le problème, c'est la manière, c'est comment on le fait. Comment faire pour qu'aller voir du porno, en tout cas, ou alors justement, pas du porno, mais justement autre chose, ne soit pas le premier réflexe pour découvrir la sexualité, Gabriel Féménias? Du coup, au comment, je dirais le où, c'est-à-dire où et à quelle occasion. C'est vrai qu'aujourd'hui, les endroits qui sont un peu des safe places aussi pour parler sexualité, pour poser les bonnes questions, pour aller trouver, même sur Internet aussi, des réponses ou des conseils, etc. C'est pas si évident de se repérer dans le pléthore, en tout cas, de propositions, faire son chemin dans toutes ces informations qui arrivent dans tous les sens. Donc c'est vrai que déjà arriver dans les questions d'éducation, dans les questions de repérage, dans les questions de développement de l'esprit critique, et là on touche des aspects qu'on appelle, avec un mot qui est absolument terrible, les compétences psychosociales. Les compétences psychosociales sont toutes ces compétences qui permettent à chacune finalement de vivre
de façon assez à l'aise, en tout cas en société, de trouver ses repères, d'être capable de dire non, d'avoir de l'empathie, de résister à la pression, etc. Dans l'esprit créatif, c'est une dizaine de compétences qu'on doit toutes et tous développer, qui sont très importantes, notamment dans la construction des premières années. Et là, typiquement, la capacité des ados et des jeunes pour les accompagner dans toutes ces questions qu'ils se posent et qu'ils se poseront dans tous les cas est importante. Le cheval de bataille, c'est qu'il y a aujourd'hui des dispositifs qui existent, qui devraient exister, mais qui ne sont pas mis en place, notamment dès le plus jeune âge, avec ce qu'on appelle l'éducation à la sexualité en milieu scolaire, qui devrait, de par les textes de loi, commencer vraiment très précocement en école primaire, etc. Et qui n'est pas faite partout. Je vais juste faire intervenir, s'il vous plaît, Mickaël Stora, avant qu'il nous quitte, car je sais qu'il est très pris aujourd'hui. Je voudrais avoir votre point de vue, justement, sur la manière dont on peut intéresser les jeunes à cette problématique. Enfin, ce n'est pas une problématique, parce qu'encore une fois, je peux dire c'est un psychanalyste, mais à ce sujet qui est la sexualité et la problématique justement de l'accès à la pornographie. Oui, c'est bien de préciser, en effet, que la sexualité n'est pas une problématique, mais peut-être la manière d'en parler. Et à nouveau, c'est très compliqué puisque, justement, les parents ne sont pas toujours les mieux placés pour parler de sexualité, même à des enfants qui ont 5-6 ans, qui se posent, puisqu'il faut bien comprendre qu'une des premières questions existentielles que se pose tout enfant, c'est comment est-ce qu'on fait des bébés? Et c'est une réponse, et on sait que souvent la qualité de la réponse va avoir un impact parfois sur sa curiosité sexuelle, voire peut-être insatiable. Et en effet, je dirais que c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, bon, alors, je sais qu'en collège, il y a des infirmières, entre autres, qui organisent des groupes de réflexion avec les adolescents, où d'ailleurs les garçons et les filles sont séparés parce que c'est assez compliqué d'aborder ensemble la question de la pornographie, qui est un prétexte pour aborder la question de la sexualité. L'idée qu'on puisse l'aborder en primaire, écoutez, j'ai envie de dire, ça fait partie de ces vrais enjeux presque de société, puisqu'on voit qu'aux États-Unis, ça prend des proportions folles, où c'est une culture de la pudeur avec un puritanisme qui, d'ailleurs, engendre paradoxalement beaucoup de déviance. Plus un pays est puritain, et plus ça déborde. Les États-Unis est quand même un des premiers grands pays de production pornographique. Donc, ce qui est vrai, c'est que, évidemment, dans mon travail, la question, c'est comment est-ce qu'on peut l'aborder de manière finalement décomplexée, qui ne soit pas du côté de la séduction, mais finalement aborder la sexualité comme quelque chose de naturel, même si un enfant, il faut bien le saisir, n'a pas encore de conception de ce qu'est une sexualité adulte. C'est vraiment avec la puberté. Et là, comme on le sait, l'adolescent, de par cette très grande pudeur, ne va pas forcément l'aborder facilement avec un adulte. Et je dirais que là, et c'est peut-être là où il faut trouver peut-être des manières créatives, comme on a pu le faire avec l'éducation à l'image, de parler de l'éducation à la sexualité en lien avec les images pornographiques, en essayant peut-être de les aider à mieux s'approprier. Et je rejoins en effet cette question de se dire que ce que l'on voit de manière assez globale dans la plupart des pornos, ce sont quand même, à nouveau et encore toujours, je dirais, des hommes avec une sorte de pouvoir dominant et qui finalement ferait de la femme quelqu'un qui se devrait de s'adapter à tout prix à la sexualité de l'homme. Donc je crois que oui, puisque des grandes études américaines, anglaises, avaient montré que la télé, son impact, c'est surtout sur nos représentations sociales, et que c'est important d'en être conscient. Et vu que maintenant les jeunes ont accès au porno, même si cette loi va censée aider, néanmoins de pouvoir représenter différemment peut-être ce qu'est la rencontre sexuelle entre un homme et une femme. Merci Mickaël. Je sais que vous devez filer, Mickaël Stora. Merci mille fois d'avoir été. Désolé. Mais non, mais on est ravis et j'espère que vous reviendrez dans le grand JT d'éducation avec plaisir pour pouvoir évoquer évidemment ce sujet et plein d'autres qui touchent les jeunes et l'école et l'éducation de manière générale. Je rappelle que vous êtes psychologue et psychanalyste, spécialiste dans le rapport des jeunes justement aux réseaux sociaux et au numérique en général. Je reste avec vous, Gabriel Femenias et Ludivine de Moldefay. Vous avez
Ludivine a achevé une thèse sur la consommation pornographique des adolescentes dans leur construction identitaire genrée. Il y a beaucoup de choses à dire évidemment sur le sujet. Vous avez interrogé des jeunes filles de 18 à 25 ans. Quel rapport entretiennent-elles les jeunes filles en question avec le porno? C'était ma question. Ce dont je me suis rendu compte dans mes travaux, c'est que l'accès à la pornographie chez les filles et chez les ados en général s'inscrivent dans un accès social à la sexualité. C'est-à-dire que de la même façon que l'accès à la sexualité pour les filles est extrêmement contrôlé par les adultes et par la société, tout simplement s'intéresser trop à la sexualité et à la pornographie fait des filles des salopes, eh bien, elles sont aussi empêchées, entre guillemets, d'accéder à la pornographie par cette construction sociale de la fille, de la mauvaise fille, et qu'en fait, la pornographie n'est qu'une toute petite partie dans la représentation des sexualités que les jeunes peuvent avoir. C'est-à-dire qu'on devrait avoir plus de représentation de masculinité et de féminité et d'autres genres et plus de représentation de la sexualité. Je suis désolée, j'ai un peu perdu le fil au fur et à mesure. Je vous en prie. C'est très clair, de toute façon c'est passionnant, mais on comprend à quel point effectivement ça manque c'est pas assez hétéroclite effectivement dans la proposition et dans la réponse qui est apportée. Mais on comprend bien l'aspect social. Au CRIPS, Gabrielle Femenias, vous proposez des modules pour prendre le temps justement d'expliquer aux élèves. Comment ça se déroule? Alors, ça se déroule, en général, ça peut être des programmes avec plusieurs animations. C'est le dernier mot, je suis désolée, parce qu'on est pris par le temps. Plusieurs animations pour un même groupe, mais ça peut être du one-shot aussi sur des classes, parce qu'en fonction des capacités d'organisation des établissements, les heures qu'ils peuvent libérer pour cela, ça reste très compliqué, parce qu'on est très loin des 3 séances par an et par niveau de classe qui sont obligatoires par la loi. Et ça, on en est très, très, très loin. Les rapports du Conseil égalité, etc. le montrent. On en a beaucoup parlé ici, effectivement, c'est pas du tout respecté. Il faut absolument augmenter les objectifs là-dessus. Problème de formation, problème de temps, et puis les enseignants sont... Très concrètement, notre métier, c'est d'amener la parole et de créer des espaces de confiance. Que ce soit en mix, c'est-à-dire garçons et filles ensemble, que ce soit en démixé. Les deux méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir aussi se répondre et aussi d'avoir, parce qu'on trouve aussi une forme de modération et non pas d'extrême dans le rapport, dans le dialogue. Les extrêmes, en général, finalement, n'ont pas le dernier mot et on arrive à trouver une mesure, etc. C'est une bonne nouvelle ce que vous annoncez là. C'est plutôt intéressant. En temps de discours à l'Assemblée en ce moment. Quand on a des animateurs et des animatrices qui sont formés, c'est le cas, et qui prennent du temps pour monter en compétences, on arrive à avoir des espaces de parole pour justement aller traiter tous ces sujets. Ensuite, on a beaucoup d'outils pédagogiques pour le faire. On va utiliser par exemple les modérations de forums, des jeunes qui viennent à un moment donné sur un forum dire à quel point ils sont en difficulté sur du revenge porn, sur des images qu'ils ont vues, etc. Et on va mettre en situation les jeunes pour essayer d'amener une réponse. Et le petit groupe qui va travailler sur amener une réponse va devoir trouver aussi les moyens de répondre en sortant de ces représentations. C'est une fille qui dit ça, donc c'est une salope, comme ça vient d'être dit, ou c'est un garçon, donc il a forcément. On peut travailler sur du vrai-faux pour voir un petit peu le niveau de connaissance. On peut travailler vraiment sur différents outils, sur des textes de rap, sur tout un tas de choses comme ça. Et quand on fait lire un texte de rap... supports différents. Voilà. Un autre aspect, c'est occuper l'espace aussi des réseaux sociaux pour avoir des éléments très clairs. Là, aujourd'hui, on s'est associé, par exemple, l'an dernier à une grosse campagne qui a été menée en lien avec le Centre du bâtiment clair et d'autres partenaires, et notamment sous l'impulsion de la région Île-de-France, qui s'appelle C'est pas la ref. En gros, le porno, c'est pas la ref. Ça veut dire que c'est pas le mal ou le bien, c'est juste que c'est pas la référence et que ils ont créé là-dessus un Instagram qui est plutôt intéressant. Donc on oriente pas mal là-dessus, un hashtag pas la ref un arrobas c'est pas la ref sur Insta. C'est intéressant d'avoir aussi des prises de position un petit peu institutionnelles qui mettent ce sujet aux yeux des parents, aux yeux des jeunes, aux yeux des institutions. Ils vont aller voir justement c'est pas la ref. Merci beaucoup Gabrielle Femenias d'avoir été avec nous, directeur général du CRIPS, et Ludivine de Moldefey. Merci beaucoup d'avoir été également avec nous pour nous éclairer sur ce sujet ultra passionnant, intéressant, important. Chercheuse doctorante en sciences de l'information et de la communication, parce que c'était écrit chercheuse en SIC, c'est un peu abscon pour tout le monde. Donc c'est les sciences de l'information et de la communication. Merci à vous deux et Michael Stora qui nous a quitté un tout petit peu plus tôt. Psychologue et psychanalyste, d'avoir été sur le plateau du Grand JT. On marque une courte pause, on se retrouve.
De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Samia Ghozlan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Ravie, vous êtes la directrice générale de la Grande École du Numérique. Le but de cette école, c'est d'apporter une réponse aux besoins en compétences dans les métiers du numérique. On imagine qu'ils sont énormes compte tenu de l'importance que prend cette thématique, le numérique, mais aussi favoriser la formation et l'insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l'emploi, justement. Et c'est là où ça devient passionnant. Au sein de la Grande École du Numérique, vous avez développé un observatoire national des besoins en formation et en compétences numériques. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est et surtout pourquoi vous avez décidé de le créer, cet observatoire ? En fait, ça a commencé en 2020. On a commencé par des observatoires régionaux de l'offre de formation numérique. Et on a aussi, quelque part, cartographié les métiers, cartographié les besoins, cartographié, on va dire, l'écosystème numérique à l'échelle d'une région. On s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait aller beaucoup plus loin. Et donc aujourd'hui, on revient avec à la fois une cartographie des métiers, le recensement de toute l'offre de formation numérique à l'échelle de la France, toute l'offre de formation numérique, c'est un travail vraiment colossal, et en même temps, le recensement des besoins de compétences des entreprises. Et l'idée, c'est tout simplement d'avoir une espèce de carte, on va dire, interactive, où on a l'offre de formation qui est positionnée, les besoins de compétences, on peut voir un peu les trous dans la raquette, là où il y a des besoins de compétences, et qu'il n'y a pas d'offre adéquate. Bien sûr. Alors justement, vous dites 2020. 2020, c'est très récent. Ouais. Et c'est surtout en plein au moment où le Covid arrive en France. La pandémie est latente. Enfin, pas latente, justement, elle est là, elle est présente. Donc effectivement, un besoin en numérique, parce que beaucoup de gens qui travaillent de chez eux, aussi une volonté qui maintenant est très claire, mais à l'époque était soudaine, de changer aussi de vie, de changer de mode de fonctionnement, de mode de travail. Donc tout d'un coup, le numérique a pris une place plus importante, j'imagine. Oui, et on le voit dans notre observatoire parce qu'on voit vraiment une demande explosive de certains métiers, parce que par exemple le télétravail a obligé les entreprises à être beaucoup plus vigilantes à leur sécurité, cybersécurité, tout le monde a entendu parler des soucis, et donc de ce fait ils ont besoin de profils pour les aider à mettre en place un système qui permet aux salariés de se connecter de loin, d'accéder à leurs documents sans que ça mette en cause la sécurité de l'entreprise. On a vu arriver aussi la digitalisation de toutes les activités d'une entreprise, avec la nécessité d'avoir des espèces de chefs de projet agiles qui vont pouvoir aider à la fois en termes de process, d'offres de produits, d'offres de services, l'e-commerce. Tout le monde veut vendre en ligne, donc il faut avoir une plateforme qui permet de vendre, il faut sécuriser les paiements, il faut gérer la relation client. Tous ces éléments-là font que vraiment on a des métiers qui ont émergé de manière très très forte, des besoins de compétences qui ont émergé de manière très très forte, avec une disparité bien entendu dans les régions, et c'est ça aussi qui est intéressant. Alors parlons-en justement des régions, puisque vous avez donc dévoilé les premiers chiffres de ce rapport. Quand on regarde la répartition des offres d'emploi par région, on se rend compte que l'Île-de-France arrive en tête, loin devant même. Au 1er janvier 2023, l'Île-de-France a 34 098 postes à pourvoir dans le numérique. Juste après, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes avec 10 630 postes. Comment analyser cela ? L'Île-de-France reste le moteur. En fait, tous les grands groupes ont leur siège en Île-de-France et les besoins sont énormes. Et donc, non seulement c'est là où on retrouve les grands groupes, les start-up, etc., etc. Donc, à la fois en termes de besoins de compétences, elles concentrent le plus grand nombre, et en termes aussi d'offres de formation, on concentre le plus grand nombre. Oui, alors je comprends, c'est très bien pour les Parisiens et ceux qui sont à côté de Paris, mais le problème c'est qu'en fait, il y a tout le reste de la France. Quand un jeune veut travailler dans le numérique, ça veut dire qu'il est obligatoirement, il doit aller vers Paris, vers l'Île-de-France ? En fait, c'est toujours pareil. Dans notre rapport, on a à la fois une analyse factuelle et on a interrogé des experts, et les experts ont été vraiment très généreux dans leurs analyses. Et ce que dit notamment Sophie Vigier de 42, dit c'est l'œuf ou la poule. C'est que dans les régions, on a besoin de compétences, on a besoin de mettre en place des formations, et que les entreprises hésitent à s'installer dans certaines régions parce qu'elles ont des doutes, et elles ont raison de trouver les bons talents. Donc voilà, elles ne s'installent pas dans une région parce qu'elles n'ont pas les talents, les formations ne s'installent pas dans la région parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Oui, donc c'est le serpent qui se prend la queue. Voilà, exactement. Donc comment faire justement pour que justement ces offres d'emploi se dispersent dans toute la France et qu'on ne soit pas... Elles le sont de fait, mais d'une manière inégale. Vous avez cité la région arabe, donc donc c'est une Auvergne-Rhône-Alpes pour arabe. Oui, voilà, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est vrai que on voit émerger
pôles où on a vraiment une belle concentration à la fois d'offres de formation et de besoins de compétences des entreprises, mais c'est inégal dans les régions. C'est vraiment inégal, et donc après ça dépend effectivement des entreprises, des politiques publiques, parce que l'offre de formation, c'est à la fois les organismes de formation, c'est les OPCO, c'est l'enseignement supérieur. Tout ça, ça prend du temps. Installer une offre de formation, ils ne sont pas assez proactifs, et ça leur demande du temps. C'est des métiers qui changent énormément. C'est des métiers dont on parle effectivement depuis quelques années et qui ont pris une place d'autant plus importante maintenant. D'ailleurs, on dit que probablement qu'en 2030, 85% des métiers actuels sont dans le numérique. Donc on imagine le changement, l'évolution qu'il va y avoir dans les 10 prochaines années, en tout cas, enfin 7 prochaines années. Mais est-ce qu'on peut expliquer justement cette formation souvent à la traîne, comme vous dites, parce que justement à cause de cette évolution qui est trop rapide et ces changements soudains? Il y a plusieurs raisons. Effectivement, l'offre de formation est là à la traîne par les opérateurs légitimes de la formation, les OPCO, les organismes de formation et l'enseignement supérieur, parce que les langages, les codes, tout ça évolue énormément. Ça, c'est une chose. Pour créer un parcours, pour former par exemple en licence ou pour former un ingénieur en université, ça prend énormément de temps. La deuxième chose, c'est que les entreprises, elles se sont bien rendues compte que c'était pas le système de formation ne répondait pas. Donc, elles se sont elles-mêmes mises dans cette logique de Digital Academy avec la possibilité de créer elles-mêmes leur parcours. Donc, là, les formations se sont appropriées les entreprises se sont appropriées cette question de formation, commencent à former. Et troisièmement, ce qu'on appelle le digital learning, tout ce qui est online, a fait le boom. Certaines formations, par exemple en data, ou même en cybersécurité, il y en a énormément qui sont en ligne. Donc, si on compte sur les acteurs classiques qui ont besoin d'un temps de maturation pour pouvoir à la fois concevoir, construire, développer un parcours de formation qui soit online ou pas online, mais dans la vie réelle, pour obtenir les accords des ministériels quand on est dans l'enseignement supérieur, des accords de France Compétences quand on fait de la formation professionnelle, ça prend un temps Ce qui est drôle, c'est que je vais vous dire, pendant tous les sujets dont on parle sur ce plateau, et sur les plateaux d'ailleurs de mes collègues aussi, c'est que systématiquement on se dit la bureaucratie, au secours, stop, effectivement, aux différents papiers, au temps que ça prend, à l'administration en fait. C'est pas forcément, là pour le coup, c'est pas de la bureaucratie, c'est le fait qu'il y a un process. Effectivement, moi je ne vais pas revenir sur le temps qu'il faut pour certifier une formation, pour obtenir voilà. Mais quand même. Oui, mais je vais prendre ma casquette, on va dire enseignement supérieur. Vous pouvez pas demander à l'université de créer, elle peut le faire, elle peut être réactive et le créer, mais il lui faut le temps pour recruter, le temps pour former, et de toute façon, ils seront formés au bout de 3 ans au minimum, par rapport que ce soit en termes de bachelor ou en termes de licence, parce que c'est ça les besoins des entreprises. Les entreprises veulent un niveau minimum de bac plus 3. Et ça, c'est un temps long, alors que après, ça reste la formation professionnelle. Elle peut être agile parce que les bootcamps, parce que les coding schools, parce que l'alternance, l'apprentissage, en 12 mois, vous pouvez avoir quelqu'un qui vraiment acquiert les bonnes compétences, qui est opérationnel et qui peut répondre aux besoins des entreprises. Puis alors, il y a dernière chose, c'est vrai qu'il y a un phénomène assez intéressant dans ces métiers du numérique, c'est qu'un collaborateur qui est tech, on appelle ça tech, alors qu'il soit de la EdTech en l'occurrence ici ou ailleurs, change de poste tous les 2 ou 3 ans. Donc il y a un turnover énorme pour le numérique, pour ces métiers-là. C'est pas évident à envisager ça, notamment pour nos jeunes et aussi pour une entreprise finalement, de se dire qu'on recrute. Est-ce que c'est-à-dire qu'on reste pas dans une boîte toute notre vie? Est-ce que c'est de plus en plus répandu? Est-ce que c'est positif, négatif? Est-ce que c'est une complexité nouvelle? C'est le cas dans tous les métiers. C'est que les jeunes ne veulent pas ne se projettent pas dans une carrière dans une seule et unique entreprise. Dans le tertiaire, parce que je pense qu'effectivement, dans les métiers, sur l'artisanat, j'en sais rien. Moi, je pense que les slashers, les changements de vie, le Covid, tout ça fait qu'on ne se projette pas dans 40 ans, 30 ans à faire le même métier au même endroit. Après, dans la tech, effectivement, là, il y a quelque part un déséquilibre entre l'offre et la demande. Certains profils sont tellement demandés, on vient les chasser dans les entreprises. Et eux-mêmes ont envie de découvrir certaines choses. Ils sont dans une posture, de pouvoir s'épanouir ailleurs, d'aller voir d'autres entreprises, d'autres métiers, d'autres villes, d'autres pays, etc. Ce qui fait que ce turnover, il est là. Donc les entreprises travaillent non seulement, elles ont un problème de recrutement, de talents, mais ils ont un problème de rétention de ces talents parce que tout simplement, ils sont dans une place quelque part de l'emploi où ils sont en position, on va dire, inférieure par rapport à ce talent qui a le choix de son entreprise
des postes de l'UE et d'éventuellement de manière dont il veut travailler. L'UE, c'est l'Union européenne. Ou à distance. À distance. Évidemment. Télétravail. C'est ça. Merci beaucoup, Samia Gozan, d'avoir été avec nous pour nous parler justement de ces métiers-là. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Grande École du Numérique. Quel mot. Merci à vous d'avoir été là. Merci de votre invitation. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, son invité est Florent Motte. Est-ce que tu as toujours su ce que tu voulais faire? Oui. Depuis l'âge de 7 ans? J'ai toujours rêvé, depuis l'âge de 12, 13, 14 ans. J'ai toujours rêvé de faire de la musique, ouais. En pensant que c'était impossible. D'être musicien, là, ouais. Pour le coup. En pensant que c'était impossible d'être musicien, d'en faire mon métier. Auteur, compositeur, interprète. Tu savais pas que tout ça c'était possible à ce moment-là? Non. Est-ce qu'il y a un autre métier que tu aurais envisagé faire? Qui n'a rien à voir avec cet univers? Rien à voir, non, mais il y a plein de choses qui me passionnent, mais je suis passionné un petit peu en devenant plus âgé. La physique, par exemple, les planètes, l'archéologie, l'histoire, toutes ces choses-là. Malheureusement, jeune, ça ne m'intéressait pas trop. C'est venu un petit peu plus tard. J'aurais aimé être bon en sciences et m'intéresser plus à la physique, à la chimie, à ce genre de choses. Donc finalement, dès l'âge de 7 ans, c'était la musique et rien d'autre. Et ça, en cours, c'était entendu par les professeurs? Entendu par... Oui, tous les gens qui m'ont enseigné la musique, que ce soit au collège, notre professeur de musique, de chorale, ou à l'école de musique, c'était pas un conservatoire, mais une école de musique, ça a été souvent une source de motivation, une source d'épanouissement pour moi. On m'a toujours encouragé, par contre, par mes professeurs de musique, à continuer à poursuivre la musique. Ton premier groupe, c'est à quel âge? 14 ans. C'est Lost Smile? Ouais, c'est devenu Lost Smile quelques années après. C'était quoi au démarrage? C'était du hard rock. Au démarrage, c'était du hard rock. C'est les années 90, donc c'est Nirvana, Guns N' Roses, Metallica. Et ça, c'était avec des gens... De mon quartier, de mon école. Qui sont toujours tes amis aujourd'hui? Que je vois plus trop, non. Et ça dure combien de temps, ce groupe? Ça dure de mon premier groupe, il y a 14-15 ans, ça dure jusqu'à mes 21, 22 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Et vous êtes même partis en tournée, c'est ça? Ouais, on était en amateur, bien évidemment, mais on y croyait. Entre la France et l'Allemagne? Ouais, on a fait des concerts en Allemagne. Et puis beaucoup dans ma région parisienne. Les MJC, ce genre de concerts. Et ça a rien c'est pas avec eux après que tu décides de tout plaquer et de partir au Canada? Non. Après, on s'est arrêté. Les chemins se faisant et qui finissent par se séparer plus ou moins. On reste amis plus ou moins, mais on fait plus de musique ensemble. Et donc, moi, je décide en effet, j'ai toujours rêvé de partir vivre à l'étranger, de partir vivre un peu à l'aventure et d'apprendre notamment l'anglais, d'apprendre une autre langue. Et c'était l'anglais, donc je suis parti vivre à Toronto, au Canada. Pourquoi tu choisis Toronto? Parce que j'avais une petite amie. J'avais rencontré une fille. T'es parti pour une fille? Ouais, oui, je suis parti pour une fille. T'es parti? Ah oui, moi je plaque tout. C'était une Canadienne alors? Ouais. Ok. C'était une Canadienne. Et l'histoire, elle a duré là-bas? Ouais, elle a duré, ouais. On s'est rencontrés en école de commerce. Ok. Elle faisait un échange avec son école en France. Et on s'est côtoyés pendant cette année-là. Et tu voulais pas qu'elle rentre? Ouais. Mais il fallait qu'elle rentre, elle allait partir faire un MBA. Et moi, je l'ai suivie en me disant que c'était l'occasion ou jamais. Toi, tu avais terminé ton école à ce moment-là? Je venais juste de terminer mon école. Ouais. Ok, donc tu pars... Je venais juste d'avoir un master. Ouais. Et tu n'aurais pas pu poursuivre là-bas? J'avais pas poursuivre mes études? Ouais, là-bas. J'avais pas l'ambition de poursuivre mes études. J'avais pas l'ambition, par exemple, d'aller faire un MBA et de poursuivre dans mes études de commerce, de business. Ça m'intéressait pas trop. Je voulais faire de la musique, encore une fois. J'étais encore... Le plan, c'est donc de la suivre et de percer à Toronto? Ouais. Okay. Le plan, c'était de la suivre. Heureusement qu'on est un peu inconscient, mais non. T'avais quel âge à ce moment-là? Bah, j'ai 23, 24 ans. Donc là-bas, tu vis de quoi? Tu te produis? Tu remontes un groupe?
Non, là-bas, je pense justement que c'est le moment pour moi d'essayer de faire des choses un peu tout seul, en solo, d'aller jouer dans les bars, de faire des open mic, d'essayer de me faire repérer en tant que chanteur. Et puis, à l'époque, j'avais fait beaucoup donc, de rock et de hard rock, et j'avais envie de faire des choses un peu plus... C'est à l'opposé total de ton univers C'est pas l'opposé total. De celui dans lequel on t'a découvert, en tout cas. Notamment Mozart l'Opéra Rock, on m'avait un peu pris parce qu'il y avait déjà un petit peu ce côté un peu rock, un peu dark dans le personnage de Salieri qui m'allait bien à l'époque. Après, j'ai fait des choses plus calmes, on va dire, plus cool. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Florent Mott pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous inscrire au basket, justement ? Je dirais le destin, honnêtement, parce que moi, j'ai toujours été sportive. Depuis que j'ai 4 ans, je fais du sport. Ouais. Mais tout le monde me disait, Abby, fais du basket, t'es grande. Parce que moi, à 12 ans, je faisais 1m82. Ah ouais, déjà. Donc, j'ai impressionné déjà physiquement. Et du jour au lendemain, je me suis dit, bon, pourquoi pas le basket ? Ça fait des années qu'on m'en parle. J'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du badminton, du handball, j'ai fait plein de sports, mais jamais de basket, hormis quelques shoots à côté de la maison. Ouais. Mais il y avait d'autres sports collectifs que vous avez testés ? Handball. Et j'aimais beaucoup le hand. Et qu'est-ce qui vous a fait finalement choisir le basket ? Qu'est-ce qu'il y avait de plus Alors dans le basket ? Je pratiquais le hand avec l'UNSS, donc j'étais plutôt pas mal en plus, et le basket en club. Et j'ai eu la chance, en fait, après ma première année de pratique, d'être intégrée au Pôle Espoir Île-de-France. Et donc j'ai été sélectionnée, et là, c'était... J'avais un choix à faire, évidemment, et j'ai choisi le basket. Comment on concilie basket et études à haut niveau, justement ? Est-ce que ça se fait facilement, intelligemment en France ? Oui, en tout cas jusqu'au bac, c'est fait intelligemment. C'est-à-dire que moi j'ai intégré donc le Pôle Espoir, j'ai fait le Pôle Espoir de 13 à 15 ans, ensuite l'INSEP de 15 à 18 ans. Et dans ces deux structures-là, il y avait un réel accompagnement, c'était vraiment sport-études. L'un n'allait pas sans l'autre. Vous avez fait bac S, c'est ça ? Non, ES. ES, pardon. J'ai eu le bac ES. Mais le problème, c'est qu'à partir de 18 ans, donc là on se retrouve livré à nous-mêmes. Moi je deviens professionnelle à l'âge de 18 ans, je vais à Toulouse. Et là, si de mon plein gré, je ne décide pas de continuer mes études, je n'ai aucune obligation. Et en plus de cela, les accompagnements à l'époque n'étaient pas aussi, je dirais, performants qu'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de progrès en 10 ans. D'accord. Mais ça part vraiment de la volonté personnelle. On comprend quand qu'on veut en faire son métier ? On le comprend... Très tôt, moi, je pense dès l'INSEP. Dès l'INSEP, on côtoie vraiment le très haut niveau. On a la chance de voir de grands athlètes au quotidien, des Teddy Riner, des Christine Aron. Donc on se dit... Et ça, pas que dans sa discipline. Non, pas que dans sa discipline. Donc de les voir tous les jours, c'est une vraie motivation. Et puis aussi, on a un œil sur la Ligue féminine. On nous amène de temps en temps voir des matchs, etc. Donc ça nous donne envie, très rapidement. On suit aussi l'équipe de France et ça motive. Vous avez des idées pour nous, Emmanuel. Vous allez même nous faire chanter avec cette exposition dont vous décompiez les contours tout à l'heure. Eh bien, chanter maintenant. Vous vous appuyez sur les comptines du répertoire enfantin. Si je vous dis Au clair de la lune, les amis en plateau, vous la continuez tout de suite. Vous la continuez direct. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. La mère Michel qui a perdu son chat. Voilà, c'est vraiment ancré, Emmanuel, dans notre mémoire collective, dans notre inconscient collectif de l'enfance. Vous allez essayer de nous expliquer pourquoi justement c'est le cas. C'est une analyse sociologique et historique de ces comptines. Oui, on montre que ça s'est passé au 19e siècle, en fait. C'était un patrimoine chanté qui n'était pas spécialement enfantin et qui s'est fixé au 19e siècle, qui était un patrimoine immatériel. Et au 19e siècle, différents mouvements liés aux folkloristes, liés aux éducateurs qui s'intéressent aussi à la chanson dans la pédagogie. Et puis à la naissance aussi d'une culture enfantine, en tout cas de l'enfant comme sujet et comme objet, avec des créations faites réellement pour lui. Ça va passer notamment par l'illustration et la littérature pour la jeunesse. Donc ça, c'est toute la première partie de l'exposition qui explique ce mouvement, comme ça s'était passé pour les contes un peu plus tôt, au XVIIIe siècle. Il est beaucoup plus facile qu'on renonce à l'idée que si nous avons des bonnes compétences, on réussit. Donc voilà, on peut observer la société, on va voir que ceux qui peuvent avoir des compétences fortes ont besoin de
de courte échelle, ont besoin de certains privilèges qui sortent de leurs compétences, justement, qui leur permettent d'y arriver. Par contre, on a beaucoup plus de mal à renoncer à l'idée qu'il y a un potentiel dans notre biologie, dans notre personne, qui fait qu'on développe les compétences. Donc, je voulais m'attaquer à cette partie-là, qui reste quelque part sacrée. Ça veut dire qu'on est attaché à l'idée que ce qui fait qu'on est différents des uns des autres au niveau de nos compétences... On ne doit qu'à soi-même. Voilà, tient à l'effort, mais aussi à quelque chose qu'on ne mérite pas, qui est donc cette notion du talent potentiel, qui réside soit dans une forme mystique en nous, soit dans une forme biologique, dans notre patrimoine génétique, par exemple. Vous dites du talent qu'il n'a rien de magique, il est le fruit de 3 ingrédients, les aptitudes initiales, l'environnement, l'expérience intime. Si on brosse les 3 rapidement, donc l'environnement, là, ça va renvoyer aussi à la sociologie. Alors oui, avec beaucoup d'éléments invisibles que même quand on mentionne la pression environnementale, par exemple, on nommait toute la part de la charge qui tient aux croyances, qui viennent du sexisme, qui viennent du racisme, du classisme. Donc on va parler plutôt et surtout d'environnement familial et scolaire. Et moins du social. Voilà, en fait, on ne voit pas ces pressions invisibles qui viennent déterminer ce que je fais de mon potentiel. Oui. Dans quelle mesure le basket révèle sa propre personnalité, justement ? Et toi, tu es qui sur le terrain ? Moi, sur le terrain, qui je suis ? Je suis un point d'ancrage. Ouais. Quelqu'un, je pense, sur qui on peut compter. Je réponds toujours présent. Un leader naturel. Plus ou moins de réussite. Hein. Ouais. Mais je suis toujours là pour l'équipe. C'est-à-dire que je n'aime pas abandonner les gens, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc je suis celle sur qui on peut compter, c'est sûr, que ce soit en attaque ou en défense. Et j'irai un point de repère, en tout cas, parce que je fixe pas mal de joueuses de par mon poste et par ma... On rappelle que tu joues au poste de pivot, voilà. Tu es le centre. Ouais. C'est ça, donc je fixe pas mal de joueuses, donc je suis en mesure de finir, mais aussi de redistribuer la balle. Et c'est quelque chose que j'aime faire aussi, quoi. C'est un peu ma nature aussi en dehors du terrain. Laura, tu es quel type de joueuse sur le terrain ? J'ai envie de dire hargneuse, je t'ai jamais vu jouer, mais j'ai vu 2-3 actions. À 7 ans déjà, j'ai fait oula. Avec le petit saut à la fin, ouais. Ouais, voilà. Plutôt agressif parfois. Enfin, j'ai pas peur de rentrer dedans. Il y a un ballon qui traîne par terre, je me jette. Arracher le ballon, j'adore ça, vraiment. Mais ouais, je suis pas trop la même personne en fait dans la vie que. C'est un peu comme les gens au volant, tu sais, tu te transformes. Voilà, c'est ça. Je donne ma vie sur le terrain vraiment, mais pour l'équipe et je me bats à fond. Et même si on est en train de perdre, on a la tête sous l'eau, faut toujours garder espoir, toujours la tête haute. Ce que vous dénoncez donc, c'est le fait que ce manque de détection des troubles du langage et de la communication puisse finalement aggraver les inégalités scolaires. C'est donc une urgence réelle pour ces enfants et aussi ados et adultes. C'est pour toutes ces raisons que vous avez donc confondé Heidi avec 2 autres orthophonistes. Je le décrivais tout à l'heure comme le Doctolib, sur mesure de l'orthophonie. J'avais raison ou pas ? Oui, sur le principe, je dirais que oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc Heidi, ce sont vraiment, alors c'est pour toutes les personnes qui se posent des questions. Donc ça veut dire qu'on peut être en liste d'attente, sur la liste d'attente pour son enfant, pour un bilan, mais aussi on peut être un parent qui se pose des questions. Je m'inquiète, je vais regarder sur Google. Mince, j'ai des infos très contradictoires, peut-être pas adaptées à ma situation. Donc Heidi, c'est aussi pour ça. L'idée, c'est de pouvoir vraiment être en contact avec dans les 24 heures avec un professionnel et quelqu'un qui peut écouter, qui peut cerner la situation, poser des questions sur le développement global et alors vraiment dire si oui ou non c'est nécessaire de s'inquiéter et surtout donner des tips, des pistes sur ce qu'il faudrait faire et valoriser le parent aussi. Les îles, les ports, les bateaux, il adore ça et c'est un de ses thèmes de prédilection dans une grande partie d'ailleurs de ses ouvrages. Jules Verne, né à Nantes, qui vient à Paris dans les années 1850 pour y faire des études de droit. Mais études qu'il termine très vite, qu'il arrête très vite, ce qu'il veut vraiment c'est écrire. Mais il n'a pas encore trouvé tout à fait son style et paradoxalement, alors qu'on le connaît aujourd'hui pour ses romans d'aventure, c'est grâce au vaudeville et à l'opérette qu'il obtient ses premiers succès. À l'opérette ? Absolument. Et c'est grâce à Alexandre Dumas d'ailleurs que Jules Verne réussit à faire jouer ses premières pièces au théâtre lyrique, où il travaille également. Les pièces sont des succès, mais ce n'est rien par rapport à ce qui va suivre, car certains de ses romans les plus célèbres seront adaptés au théâtre, 20 milieux sous les mers, Le Tour du monde en 80 jours, et ce sont des triomphes à chaque fois, chaque soir, au Théâtre du Châtelet, au Théâtre de la Porte Saint-Martin.
C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous suivre. Évidemment, vous pouvez nous écrire, on vous répond. Toute l'équipe est là pour suivre précisément Instagram et LinkedIn. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Romain Luc. Au son, c'est Alexis Oustabassidis. Maquillage, Taï Sayad. À la rédaction, Emma Guessel et Agathe Delannoy. On l'embrasse tout le monde. On remercie en particulier Roxane Sarfati et toute l'équipe de School. Ciao.